Et toujours à propos d'agriculture, c'est un projet contesté. La ferme des 1000 vaches dans la Somme. Une telle concentration de bêtes pose-t-elle des problèmes d'environnement? Nous avons pu filmer pour la première fois le site qui fonctionne depuis quelques semaines. Une ferme à grande échelle que nous font donc visiter Jean-Baptiste Bouvet et Sébastien Maloiseau. Le bâtiment qui suscite tant de contestations est ouvert aux 4 vents. Pour l'heure, seules 500 laitières sont autorisées à vivre dans la ferme dite des 1000 vaches. On est comme dehors, ça sent dehors, ça sent pas l'étable, ça sent pas l'ammoniac, ça sent rien, parce qu'on est en hyperventilation. Après 3 années de polémique, le chef d'exploitation a affûté tous ses arguments. Le bien-être d'une vache, c'est quoi? Avoir un couchage confortable pour près de ma nourriture. Je vais prendre ma nourriture et très vite je viens me coucher. 14 heures par jour couché, c'est l'idéal. D'être à 4 degrés. Vous avez vu là, moi j'ai ce qui fait pas terrible aujourd'hui, mais les vaches sont bien. Le bien-être du troupeau pour un meilleur rendement. Allez hop! Dans une ferme traditionnelle, il n'y a que 2 traites quotidiennes. Ici, les vaches sont emmenées 3 fois par jour vers ce manège automatisé. Une installation unique en France, encore en phase de rodage. Lève-la, tu la prends bien en main et tu lèves. Bientôt, cet immense robot collectera jusqu'à 27 000 litres par jour. À la fin de la traite, les sabots sont désinfectés dans ces pédiluves. Puis au passage d'un portique, ce collier bleu électronique transmet des informations sur l'état de santé de chaque vache. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Cette semaine, une trentaine d'entre elles a dû prendre le chemin de l'infirmerie, principalement pour des problèmes orthopédiques. Celle-là, elle est en pleine reprise d'état. Elle commence à refaire du gras sur le dos. Vous revenez dans 6 semaines, il y en aura beaucoup plus comme ça. Vous revenez dans 1 an, elles seront toutes mieux que ça. D'ici 1 an, les 6 associés de cette exploitation espèrent aussi inaugurer un méthaniseur géant. Un équipement qui transformera tout ce lisier en biogaz. Pour l'instant, cette matière solide est épandue sur les parcelles alentours, ces mêmes champs qui produisent la nourriture du troupeau. On a du miscanthus, c'est une herbe pérenne qu'on utilise pour faire ruminer les vaches. Du tourteau de colza issu c'est un sous-produit de l'industrie du colza et du diester. Et de l'orge, ça c'est de l'orge fourragère qu'on produit sur notre ferme, qu'on aplatit et qu'on donne à manger à nos vaches. 70% de ce qu'on donne à manger aux animaux est produit sur l'exploitation. Au cœur de l'exploitation, le village des Vaux confirme l'immensité de cette entreprise. Ici, la tournée des biberons se fait en taxi-lait. Il faut surtout qu'ils boivent en fait, sinon ils se déshydratent super vite. C'est aussi fragile qu'un nourrisson. La plus grande ferme de France enregistre en moyenne 3 nouvelles naissances par jour. Après Sivins, c'est un autre sujet polémique entre le gouvernement et les écologistes. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, l'État est toujours bel et bien déterminé à le réaliser. C'est ce que Manuel Valls a écrit dans une lettre qui était destinée à une association locale. Quant au barrage de Sivins, la ministre Ségolène Royal a dit hier soir vouloir trouver des solutions alternatives. Un Français sur 3 est à découvert régulièrement et dans ce cas-là, la banque facture évidemment des frais. Pour faire baisser la facture, les autorités ont tenté de les encadrer, mais dans les faits, c'est plutôt le contraire qui se produit. Le montant total des sommes encaissées a augmenté. Alors comment l'expliquer? Les banques ont-elles contourné les mesures? C'est ce qu'ont voulu savoir Vincent Farandez et Arnaud Efergan. Comme un tiers des Français, Catherine est constamment à découvert. Elle touche le RSA 633 € par mois. Et l'an dernier, les frais bancaires dits punitifs liés à son découvert lui ont coûté près de 400 €. Elle se dit étouffée par sa banque. Commission d'intervention, là j'en ai 2, 16 €. Frais sur rejet de prélèvement, 20 €. Alors on m'a pris 20 € pour un prélèvement de 28,50 €. Je trouve ça énorme. Ça peut plus durer, quoi. C'est pas possible. En fait, ils nous appauvrissent. La banque appauvrit. Depuis plusieurs années, les frais explosent malgré les efforts du gouvernement pour les encadrer. Exemple, les commissions d'intervention lorsqu'un compte est à découvert. Elles sont aujourd'hui plafonnées à 8 € par intervention, 80 € par mois. Pour les clients dits fragiles, ces tarifs sont beaucoup moins élevés. Mais en parallèle, les banques augmentent les tarifs et elles créent même de nouveaux frais, une situation dénoncée par les associations de défense des consommateurs. Par exemple, en ce moment, il y a une inflation et une explosion de ce qu'on appelle les frais de tenue de compte. Ça n'existait pas avant. Maintenant, le simple fait d'avoir un compte bancaire est tarifé. Il y a 2 ans, seule la moitié des banques facturaient ces frais de tenue de compte. 2 tiers d'entre elles le font aujourd'hui.
Mis en accusation, les banquiers se défendent. Certes, les tarifs ont augmenté, mais ils ont évolué moins vite que l'inflation. Ils estiment aussi avoir créé des systèmes pour éviter les découverts. Les clients ont ainsi la possibilité de mieux gérer leurs comptes. Mettre en place des prélèvements qui vous êtes assuré qu'à telle date, telle dépense sera prélevée et avoir cette carte à autorisation systématique, carte bancaire qui est comme une autre et qui permet de payer ou de retirer de l'argent seulement avec l'argent que vous avez. Donc assurance zéro incident et donc zéro frais avec cette carte. D'autres solutions existent. Les banques en ligne dans lesquelles les frais sont moins élevés, voire inexistants, et le compte nickel disponible dans les bureaux de tabac. Le découvert est impossible, il n'y a donc pas de frais bancaires. Seule la carte bleue coûte 20 € par an. François Hollande en direct sur TF1 pour une émission exceptionnelle. Ce sera demain soir, juste après ce journal. Les répétitions ont commencé aujourd'hui sur le plateau aménagé spécialement. C'est une grande interview pour faire le bilan de la première moitié de son mandat. 2 ans et demi marqués par un certain nombre d'échecs sur le chômage, les impôts, les déficits. Il a d'ailleurs déjà reconnu lui-même un certain nombre d'erreurs. Depuis plusieurs mois, il fait son mea culpa. Des petites phrases distillées au fur et à mesure des discours et qu'ont retrouvé Valérie Nataf et Cécile Marchina-Bataille. François Hollande n'est pas imperméable aux critiques. Le pays doute, sa majorité se déchire. Le président s'est donc depuis plusieurs mois prêté à cet exercice, mettre des mots sur les échecs de sa politique. L'aveu le plus douloureux, après avoir promis d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année 2013, il est obligé de reconnaître la réalité. Nous n'avons pas réussi dans l'année 2013 à faire diminuer le chômage. C'est avec retard que le chef de l'État a admis que son diagnostic lors de son accession au pouvoir était erroné. La crise s'est révélée plus longue, plus profonde que nous l'avions nous-mêmes prévu. Et nous en avons payé le prix. Un message répété 2 semaines plus tard devant les journalistes. Il y a d'abord eu une crise longue, profonde et sans doute sous-estimée, y compris par nous-mêmes. Mais ces mea culpa n'empêchent pas la débâcle des municipales. Le constat est alors au scalpel. Pas assez de changements, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts. Les critiques s'amplifient, le chef de l'État le reconnaît. Je dis que ça ne va pas changer. Malgré leur vote, rien ne va changer. Il n'y a pas que les jeunes qui pensent ça. Donc Voilà, mais bon. Surtout, ne pas apparaître dans le déni. J'entends les colères, je ne suis pas sourd, je vois les insatisfactions. Donc qu'est-ce que je me dis? Nous devons aller encore plus vite. Ce n'est pas assez rapide en tout cas pour empêcher la gifle des européennes. Un électeur sur 4 a voté pour le Front National. Ce vote, il est là et il doit être regardé en face. C'est ce que je fais. Monsieur le Président de la République. Pour ses opposants, cette sincérité est une posture. François Hollande n'a pourtant pas d'autre choix. Dire, admettre, avouer, la condition première avant d'espérer rebondir. Et notez que demain, après avoir répondu aux questions de Gilles Boulot, Yves Calvi et Thierry de Mézières, François Hollande répondra en direct en fin d'émission aux questions des internautes. N'hésitez pas à les poser sur le site MyTF1 News ou bien sur les applications de TF1. Un hommage a été rendu ce matin aux invalides au sergent-chef Thomas Dupuis. Il a été tué la semaine dernière au Mali. Il est le 10e soldat français mort depuis le lancement des opérations dans ce pays en janvier 2013. Une minute de silence a également été observée à l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, maintenant, Barack Obama va donc terminer son mandat sous un régime de cohabitation à l'américaine. Le Sénat a basculé du côté républicain à l'occasion des élections de mi-mandat. Pourtant, les résultats économiques du président Obama sont plutôt encourageants, rien à voir avec les chiffres ici. Comment expliquer alors son impopularité? Réponse depuis Washington de nos correspondants Michel Floquet et Bertrand Guez. Difficile pour Barack Obama de ne pas y voir une défaite personnelle. C'est le pire scénario qui s'est vérifié pour les démocrates. Les candidats avaient pourtant pris soin de se démarquer du président. Regardez Alison Grimes en campagne dans le Kentucky. Je ne suis pas Barack Obama. Je suis en désaccord avec lui sur les armes, le charbon et l'environnement. Cela ne l'a pas empêché d'être battu et largement. Son adversaire, Mitch McConnell, devient à 72 ans le nouvel homme fort du Parti républicain. C'est lui qui dirigera le Sénat et ses premiers mots vont à l'apaisement.
Ce n'est pas parce qu'on a un système à deux parties qu'on doit vivre en conflit perpétuel. Cette campagne a été la plus chère de l'histoire. Plus de 3 milliards d'euros au total, plus de 100 millions dans tel ou tel État clé. Et cet argent, investi en publicité négative, a surtout profité aux plus radicaux, comme Ron Paul. Le sénateur, proche du Tea Party, pense déjà à la suite. Sur Twitter, il assassine Hillary Clinton, future candidate à la présidentielle, qui n'a pas ménagé son soutien durant cette campagne à un certain nombre de losers, de battus. Une campagne se termine, une autre commence. Tout le monde désormais a les yeux rivés sur la présidentielle dans 2 ans. D'ici là, Washington devrait fonctionner au ralenti, sans réelle marge de manœuvre pour Barack Obama, tant à l'intérieur que dans la gestion des crises internationales. L'une des conséquences de la crise et des difficultés politiques de Barack Obama, c'est l'état des infrastructures aux États-Unis. Les routes ou les ponts, par exemple, sont souvent dans un état indigne de la première puissance économique du monde. Il suffit de rouler quelques miles pour s'en rendre compte. C'est ce qu'ont fait Michel Floquet et Amélie Geffroy. Dans l'Arkansas, au sud de Tyronza, sur la route 118, voilà à quoi ressemble le pont. C'est affreux. On doit rouler à 10-15 à l'heure juste pour traverser sans casser la voiture. Plus à l'ouest, dans l'État de Washington, il y a quelques mois, un pont important qui enjambait la Skagit River s'est lui carrément effondré. Ce sont des cas extrêmes, mais symptomatiques de l'état du réseau. Nous avons environ 63 000 ponts qui sont structurellement déficients, c'est-à-dire qu'il y a des travaux importants à faire dessus. Pour ce qui est des routes, 16% doivent être réparées ou même reconstruites. L'hiver, rude, cette année aux États-Unis, a laissé le réseau routier dans un état lamentable. Les trous innombrables dans le bitume, les plaques d'acier jetées à la va-vite après les travaux de voirie font de la conduite en pleine ville un exercice délicat. Et il n'y a pas que les routes. En début d'année, une fuite de gaz a soufflé 2 immeubles dans Harlem, faisant 8 morts. Les canalisations que l'on remplace en ce moment sont hors d'âge. Le métro de New York, dans certaines stations, est dans un état de délabrement avancé. C'est tout l'équipement du pays qui laisse à désirer. Dans notre dernier rapport en 2013, on a regardé 16 catégories d'équipements. Les routes, les ponts, l'eau, les aéroports, enfin tout ce qui est indispensable dans un pays moderne. Et la note générale qu'on leur a donnée, c'est B+. Pour redresser la situation, le coût est à la mesure du pays. Rien que pour les ponts, on estime qu'il faudrait dépenser plus de 15 milliards d'euros par an pendant 25 ans. Mais ne rien faire serait encore plus coûteux. Quand on regarde juste le secteur des transports, si on ne fait pas les investissements indispensables ces 8 prochaines années, nous risquons de perdre 900 000 emplois et 1 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est la nouvelle majorité républicaine qui hérite du problème et il est peu probable qu'elle engage un pareil programme de dépenses publiques avant la présidentielle. En France, le tableau noir et la craie auraient-ils disparu à l'école? Pas encore complètement, bien sûr, mais on en prend le chemin. Avec le développement des tablettes numériques ou des tableaux interactifs, les nouvelles technologies révolutionnent l'enseignement. Certains professeurs utilisent même aujourd'hui le réseau Twitter pour faire la dictée aux élèves. Vincent Ditch et Cyril Sobasek nous montrent la technique en Moselle. Cela fait 3 ans que Régis Forgione, enseignant en classe de CM2, utilise Twitter pour accompagner ses cours. On la met en premier, l'adresse, on n'oublie pas le hashtag Touti, et toujours on me montre avant de l'envoyer. Ce jour-là, ses élèves doivent corriger une dictée envoyée par une classe de CM2 de la région parisienne. C'est des dictées qu'on partage avec, quand on échange avec d'autres classes. Nous, on les corrige et en même temps, on peut savoir mieux comment se corriger. Comme ils ont eu faux à Mosellan, on tape pour leur expliquer comment ça s'écrit. Il est parfait cet outil, vous pouvez l'envoyer. C'est un bon levier d'apprentissage parce que le caractère très restreint du tweet les oblige à se concentrer vraiment sur les mots grammaticaux. Et donc, Mosellan ne prend pas de... Une utilisation des réseaux sociaux qui va de pair avec le développement des nouvelles technologies à l'école. Aujourd'hui, 60% des établissements sont connectés à Internet. 115 000 tablettes sont utilisées en classe, contre 15 000 seulement il y a un an. Twitter permet aux élèves d'échanger avec le monde entier, donc de valoriser leur travail, par exemple lorsqu'ils font une capsule vidéo d'une de leurs leçons. Nous allons vous expliquer comment résoudre une panne électrique. On apprend les choses en sciences et après à eux d'essayer de réexpliquer le mieux possible une notion, un circuit série, etc.
pour en faire une capsule vidéo. Donc évidemment, par Twitter, on voit souvent que le résultat final, et tout le travail en amont, c'est là que tout se joue. Les bons usages de l'Internet sont des usages qu'il faut pousser en avant dès que des jeunes vont sur Internet. Et en CM2, ils y vont déjà depuis un moment. L'éducation nationale continue donc à s'adapter à la révolution numérique tout en évitant les dérives. Chaque classe connectée doit toujours éditer et signer une charte Internet avant de se lancer sur les réseaux sociaux. On reste dans l'univers du numérique avec une success story impressionnante pour une entreprise du Nord spécialisée dans l'hébergement de sites internet, c'est-à-dire en gros le stockage de données informatiques. Cette entreprise est aujourd'hui numéro 3 mondial dans ce secteur alors qu'il y a seulement 15 ans, elle n'existait pas. Sébastien Ambert et Soufiane Yassine nous racontent comment son fondateur a réussi à faire trembler la Silicon Valley. Il y a 15 ans, Octave crée un site internet et ne trouve pas d'hébergeur de données suffisamment fiable. Qu'à cela ne tienne, il crée son propre hébergeur, OVH. 15 ans plus tard, l'entreprise est numéro 3 mondial du secteur, derrière Google et Amazon. En France, un site sur 3 est hébergé ici, des sites marchands ou des sites d'entreprise. Aujourd'hui, OVH compte plus de 1000 salariés. Chaque lundi, il y a 20, 25, 30 personnes qui arrivent ici. Des nouveaux embauchés. Voilà. Donc on embauche, on cherche des talents, on cherche des personnes qui peuvent faire du support, qui peuvent faire du développement, qui savent administrer des infrastructures. OVH est basé à Roubaix, dans les anciennes usines textiles. Ici, on se croirait un peu dans la Silicon Valley. La cantine est gratuite pour le personnel. À côté, la crèche accueille les enfants des salariés. Mais OVH ressemble aussi à un camp retranché. Grille, barbelé, empreinte digitale pour ouvrir les portes. Et les accès sont extrêmement limités et autorisés uniquement exceptionnellement par la direction. C'est l'un des endroits les plus sécurisés d'ici de l'entreprise et peut-être même de toute la ville de Roubaix. C'est fort possible. Si l'entreprise s'est développée aussi rapidement, c'est grâce à ce bâtiment dans lequel sont stockés tous les serveurs des clients. Mais le secret d'OVH, c'est aussi de proposer un hébergement low cost. Grâce à ces tuyaux bleus et rouges, les serveurs dégagent beaucoup de chaleur. Ici, ils sont refroidis avec de l'eau. Il n'y a pas de climatisation et c'est justement la climatisation qui coûte le plus cher. On a réussi à atteindre des coûts de fonctionnement très bas et à proposer des coûts très bas à nos clients grâce à ces solutions. On vient capter la chaleur directement à l'intérieur du serveur, avant qu'elle se diffuse dans l'air. L'eau froide, c'est le tuyau bleu, l'eau chaude, c'est le tuyau rouge. Tout à fait, comme à la maison. OVH réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an. La petite entreprise roubaisienne a déjà dépassé IBM en nombre de sites hébergés. Et Octave a un seul objectif désormais, devenir numéro 1 mondial. On remonte le temps maintenant, précisément un siècle en arrière, pour replonger dans l'ambiance de la Grande Guerre. Le conflit a fait au total 9 millions de morts et près de 20 millions de blessés. Un champ d'expérimentation sans limite pour la médecine qui fait à cette occasion des progrès considérables. Un bond en avant que nous racontent Isabelle Marc, Bertrand Lachat et Jean-François Monnet. Obus, grenades, mitrailleuses, gaz. Dès les premières semaines du conflit, le déluge de feu qui s'abat sur les troupes fait des ravages. On s'attendait à une guerre courte avec des blessures par balle. 14-18 fait voler en éclats les certitudes. Cet afflux massif de blessés a obligé le corps médical à se surpasser, à trouver des solutions et des techniques qui permettaient de pouvoir traiter plus efficacement un certain nombre de pathologies. Symbole du conflit, les 15 000 blessés de la face, ceux qu'on appelle les gueules cassées. Les chirurgiens font tout ce qu'ils peuvent pour combler et réparer, avec de la peau, du muscle et même de l'os prélevé sur les côtes. Il faut redonner figure humaine à ceux qui l'ont perdue. Aujourd'hui, la chirurgie est incomparable. Antibiotiques, anesthésie, matériaux et même simulation en 3D, les équipes ont fait d'énormes progrès, mais l'héritage est là. Les blessés du visage de la Grande Guerre, l'expérience de nos aînés chirurgiens conduisent la chirurgie maxillofaciale à prendre en charge ces patients et nous permettent les prouesses chirurgicales d'aujourd'hui. Ce chirurgien de Verdun est un passionné d'histoire. Maire de Louvemont, un village détruit dont on ne voit plus que quelques pierres, il nous conduit à ce qui reste d'un des tout premiers postes de soins avancés. Au fond, il y a une sape qui a servi de poste de secours pour les médecins. En quelques semaines, la médecine de guerre s'est transformée. Les blessés ne sont plus systématiquement évacués vers l'arrière. On les soigne d'abord en urgence, sur place. On prend conscience que si le blessé n'est pas soigné tout de suite, ses chances de survie diminuent. Donc le service santé va à l'événement et le SAMU moderne fait exactement la même chose, mais dans le plan civil.
Du poste de santé improvisé, là où on peut protéger les patients, aux structures mobiles et démontables à une quinzaine de kilomètres des lignes jusqu'aux hôpitaux de l'arrière, une chaîne de soins moderne se met en place. Avec les vaccins, l'hygiène, les premières transfusions et la toute nouvelle radiologie qui se déplace au plus près du front, la mortalité par blessure diminue de manière spectaculaire. À l'image des prouesses réalisées en orthopédie il y a 100 ans, par bien des aspects, la médecine de 14-18 préfigure celle d'aujourd'hui. Le 20h et vous avec, dans un instant, les coulisses particulièrement impressionnantes de l'Opéra Bastille. Vous allez voir comment des décors entiers sont déménagés et rangés en seulement quelques minutes à quelques dizaines de mètres sous terre. Mais d'abord, le prix Goncourt, il a été attribué aujourd'hui et le jury présidé par Bernard Pivot a pris tout le monde par surprise. Il a couronné un roman dont le titre est Pas pleurer, roman signé Lily Salver. C'est un livre sur la guerre d'Espagne. Il a d'ailleurs été écrit en français et en espagnol. Présentation du livre et de son auteur, très ému évidemment par Kathleen Emery. On attendait l'Algérien Kamel Daoud pour son roman Meursault contre enquête, formidable réécriture inversée de L'étranger de Camus. On évoquait le français David Fuenquinos avec Charlotte, vibrant hommage à une jeune artiste juive allemande assassinée à Auschwitz, mais Lydie Salver a déjoué tous les pronostics. Le prix Goncourt 2014 a été attribué à Lydie Salver pour Pas pleurer aux éditions du Seuil, par 6 voix contre 4 à Kamel Daoud. C'est donc elle qui reçoit le prix Goncourt 2014 pour son roman Pas pleurer, l'histoire romancée de sa propre mère pendant la guerre civile espagnole, un livre hanté par la figure de l'écrivain Georges Bernanos. Le nouveau président de l'Académie Goncourt, qui a remplacé cette année Edmond Charleroux, salue le talent de la lauréate. Elle a derrière elle une œuvre considérable, qui aurait dû déjà être couronnée, qui n'a pas été, et finalement on a peut-être réparé une injustice aujourd'hui en couronnant l'un de ses meilleurs livres, et peut-être le plus émouvant. C'est l'histoire de ma mère, romancée bien sûr, c'est l'histoire de ma mère. C'est vraiment par la lecture des Grands cimetières sous la lune de Bernanos que le désir est venu très fort de refaire vivre cette histoire. Un concours poignant, Lydie Salver est la 11e femme lauréate de l'illustre récompense. Le dernier Goncourt, Au revoir là-haut, s'était vendu à 620 000 exemplaires. Après la littérature, l'art lyrique, l'Opéra Bastille fête cette année ses 25 ans et il reste encore aujourd'hui l'un des plus grands d'Europe avec 2700 places, l'un des plus modernes aussi. Il est tellement gigantesque qu'il peut abriter plusieurs décors en même temps. Pas besoin de les démonter, il peut donc changer de spectacle d'un jour à l'autre. Comment une telle prouesse est-elle possible? Sylvia Demondet et Iker Zabala ont joué non pas les petits rats mais les petites souris dans les coulisses de l'opéra. Un décor époustouflant pour ce barbier de Séville à l'Opéra Bastille. Mais cet édifice de 46 tonnes ne servira pas le lendemain, puisque c'est la bohème que les spectateurs découvriront le soir suivant. Et 2 jours après, sur cette même scène, c'est le destin tragique de la Tosca qui leur sera dévoilé. Cette alternance d'opéra, différent chaque soir, est unique au monde. Partout ailleurs, il faudrait plusieurs jours et une cinquantaine de personnes pour démonter un décor. Ici, on le déplace et on le range en appuyant sur un bouton. Dans les autres théâtres classiques, on serait obligé de démonter l'ensemble ou le séparer en plusieurs éléments. Là, ça permet de transporter tout l'ensemble d'un décor. Donc on peut embarquer 54 tonnes à peu près. Et dans aucun autre théâtre, on ne dispose en coulisses de 4000 mètres carrés de plein pied tout autour de la scène. Ici, tout est gigantesque. Cet ascenseur, par exemple, permet de descendre les 400 mètres carrés de la scène avec son décor, 6 étages en dessous. Ici, au moins 6, c'est l'aire de montage et de démontage. Les conteneurs viennent de Gennevilliers ou de Bruyères. On a à peu près 1000 conteneurs de décor. Il y a 4 spectacles, ici au moins 6, donc il faut pouvoir les entreposer. Effervescence au moins 6, effervescence autour de la scène et même dans la fosse où l'on doit tout reconfigurer pour l'orchestre du soir. Donc là, vous voyez, les violoncelles. Oui, on inverse. Passer d'une formation de 60 à 100 musiciens, de Mozart à Wagner, nécessite de gros aménagements.
On change les instruments personnels, quoi. Contrebasse, harpe, timbale, c'est pas les mêmes musiciens, quoi. L'Opéra Bastille compte entre 6 et 7 000 instruments dans ses réserves. 44 contrebasses, 300 pianos, xylophones, éparpillés dans de multiples recoins. Il y a des percussionnistes qui répètent à côté dans cette salle. L'heure tourne. Sur le plateau, les accessoiristes commencent à donner forme au premier acte. Il manque un pistolet. Lorraine repart dans les kilomètres de couloirs dédiés aux accessoires. Ici, l'armurerie. Et voilà, c'est la réserve magique. 19h30, bientôt le lever de rideau. La tension derrière est palpable. Accessoiristes, chefs de plateau, régisseurs, chacun connaît le moindre geste à accomplir. Dans quelques minutes, les cloches, installées en coulisses dans l'après-midi, ouvriront la procession de Tosca. Tout est en place, le spectacle peut commencer. Un art qui demande un peu moins de moyens maintenant, la sculpture. Admirez ce chariot signé Alberto Giacometti. Il a été adjugé hier à New York, 81 millions d'euros, c'est la photo du jour. La maison Sotheby's a réalisé la plus belle vente de son histoire en adjugeant également des Monet, des Van Gogh ou encore des Modigliani pour un montant total de quelques 338 millions d'euros. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le tirage du loto, suivi de la météo d'Evelyne Delia, puis nos chers voisins et Nicolas Canteloup avec Nico Salegas. Ensuite, ce sera Esprit criminel, un épisode inédit. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouverai à 20h, avant bien sûr donc la grande interview du président. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.